Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler sport mécanique et on va faire le débrief, enfin pas vraiment du Grand Prix de Spa, vous allez voir, ça va être assez particulier cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage ou intéresser des gens qui ont été au Grand Prix de Spa. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à poser des questions, à être d'accord, pas d'accord, et puis à vous abonner à la chaîne également, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. On va revenir sur ce Grand Prix de Belgique, je vais pas faire les notes, le carnet de notes, parce que pour moi il n'y a pas eu de Grand Prix, donc ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas eu de course, il y a eu des qualifications, mais il n'y a pas eu de course en fait. Parce que ça a duré 4 tours, techniquement ça n'a même pas duré 2 tours en fait de Grand Prix. Alors là aussi il y a déjà un premier problème sur l'attribution des points. Je vais commencer par ça, je vais absolument pas respecter le petit plan que je me suis marqué sur le côté. Bon, techniquement, les points ont été attribués pour le Grand Prix. Sauf que, pour attribuer des points normalement à une course, il faut qu'on ait fait 2 tours. Or, est-ce qu'on considère qu'on a véritablement fait 2 tours? Or, techniquement, on a fait 3 boucles, dont une. Sauf que normalement, quand il y a drapeau rouge, on prend le classement du tour précédent. Donc ça veut dire qu'on aurait fait moins de 2 tours. Voilà, vous voyez déjà il y a un problème au niveau du règlement, donc ça c'est déjà un souci. Est-ce qu'on attribue vraiment des points? Techniquement oui, Michael Masi a tenté plein d'explications qui sont pas très... Enfin, qui m'ont pas vraiment convaincu. Michael Masi qui est le directeur de course, qui je pense là va prendre cher dans les jours à venir, notamment de la part de la fédération des pilotes qui ne vont plus vraiment avoir confiance en lui. Mais également, je pense, de la part des supporters de la Formule 1 qui ont quand même énormément subi lors de ce Grand Prix. Donc, je rappelle, il y a eu 4 tours de course, 4 tours derrière safety car, pour ceux qui n'auraient pas vu l'affaire. C'est honteux, c'est un manque de respect total envers les supporters, parce que pour moi, quand ils ont relancé la course, ils savaient déjà qu'ils ne pourraient pas avoir un Grand Prix traditionnel. Qu'il ne pourrait pas faire 1 heure de course, c'était déjà sûr. Quand tu lances un Grand Prix à 18h30, enfin 18h45, voilà, normalement le départ aurait dû avoir lieu à 18h45. Tu sais qu'il y a 2 tours de safety car, 2 tours de safety car, un tour de safety car à Spa c'est 3 minutes 15. Voilà, donc ça fait déjà 6 minutes 30. Donc c'est-à-dire que tu démarres pas à 18h45, mais imaginons que tu aurais démarré à 18h, à 18h55, quasiment, sous la pluie. Or, à Spa, on sait très bien que la nuit, déjà, on est fin août, donc c'est-à-dire que la nuit, à 20h, déjà, il n'y a plus assez de visibilité. Et qu'en plus, de toute manière, avec les nuages et avec le brouillard à Spa, c'est comme le Nürburgring, c'est un endroit où il y a énormément de brouillard. Le brouillard a tendance à tomber en début de soirée. Aussi, c'était impossible de courir. C'était impossible. Mais voilà, c'est honteux, c'est un manque de respect parce qu'on a fait croire à des gens que la course allait reprendre alors qu'on savait dès 17h que la course ne pourrait pas reprendre. Il faut savoir qu'en plus, la F1 a comme météo la Météo France. Pourquoi? Parce que Météo France est la météo la plus fiable. À une époque, ils avaient une météo anglaise, sauf que la météo anglaise est d'une fiabilité était d'une fiabilité assez exécrable. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, Météo France est considérée au niveau international comme la météo la plus fiable. Bon, c'est dire le niveau des autres quand même. La météo n'est pas toujours très fiable. Regardez le dernier Tour de France, je me suis fait avoir plusieurs fois par la météo quand même, dans mes pronostics. Mais il le savait, la météo à 2h elle est fiable, donc il savait qu'il ne pourrait pas reprendre la course, donc il fallait soit annuler les vêtements, soit le reporter au lendemain. Ce qui est quand même incroyable dans cette situation-là, c'est que donc on n'a absolument pas reporté au lundi. Or c'était jouable, parce qu'on va me dire, on ne pouvait pas reporter lundi, parce qu'il y a un Grand Prix à Zandvoort. Bon, je veux bien être d'accord, mais Spa Zandvoort, en kilomètres, ça doit être quoi, 250, 300? En camion, ça se fait en quoi? En 4 heures? Voilà. Et encore, je compte large, je pense. 320, je suis même pas sûr qu'il y ait 300 km entre Spa et Zandvoort. Donc, c'est-à-dire que on pouvait rouler le lundi. Sur d'autres pistes, ça n'aurait pas été le cas, parce qu'il y a un Grand Prix le vendredi, oui, c'est compliqué. Par exemple, si la prochaine course était l'Autriche, j'aurais dit oui, vous ne pouvez pas courir lundi. Mais là, on pouvait courir. On pouvait courir lundi. Et les conditions auraient été meilleures. Alors oui, il n'y aurait pas eu de supporters. Il aurait fallu rembourser les supporters.
Mais bon, voilà, on aurait pu courir, on aurait eu un vrai Grand Prix. Un vrai Grand Prix, une vraie course de 44 tours. C'est pas comme si c'était fait en NASCAR, en IndyCar, que ça a été fait une fois en MotoGP même. Pour ceux qui se souviennent, il y avait eu un Grand Prix du Qatar. Premier Grand Prix diffusé en clair sur NT1 à l'époque. 2008, 2009. Ça va être 2009. Il y a Capir aussi chez Suzuki notamment. Truc improbable parce que autant à Spa de la pluie dans les Ardennes fin août, bon c'est habituel hein. Mais là ce qui est improbable c'est de la pluie au Qatar alors qu'à une période où il n'y a jamais de pluie au Qatar et donc il n'y avait pas une grosse pluie mais le problème c'est que à l'époque, on pensait que la réverbération des spots sur les grands prix de nuit, ça posait un problème vraiment ça pouvait poser des problèmes de sécurité pour les pilotes. On a vu par exemple à Singapour en F1 que c'était pas le cas. Et on avait reporté le Grand Prix le lendemain. On avait attendu 1 heure, on avait vu que ça pouvait pas sécher, qu'on avait reporté la course le lendemain. Donc c'est quand même incroyable que la F1 n'ait pas été capable de faire ça. C'est-à-dire de reporter la course d'un jour. Même pas d'un jour complet, on aurait pu faire le Grand Prix, je sais pas, à 13h30, 14h. Je sais bien que ça peut poser des problèmes au niveau des diffuseurs, mais bon, je pense que du côté de la Formule 1, on peut trouver de la place au niveau du calendrier, surtout qu'on est le 30 août, je suis pas sûr que à la télévision, même à l'étranger, ça soit blindé au niveau des programmes inédits à ce moment-là de l'année. Bon. Donc déjà, ça c'est catastrophique en termes d'organisation. Alors, après, on peut réfléchir aussi que pourquoi on a fait continuer le Grand Prix ? Pourquoi on a décidé de faire un Grand Prix de 4 tours et puis de finir la course ? Il y a peut-être de l'argent en jeu. C'est ce qu'a dit notamment Lewis Hamilton. Bon, d'autres pilotes l'ont dit également. Alors Michael Masi a dit non, j'ai pas eu de pression autour de l'argent. On peut avoir quand même des sacrés doutes. Pourquoi ? Parce que si vous annulez une course, comme le Grand Prix de Spa, il faut rembourser les spectateurs déjà, donc il faut rembourser l'organisateur au niveau de la billetterie. Il faut rembourser l'organisateur également au niveau de son contrat. Il faut savoir que les organisateurs ont des contrats pour accueillir la Formule 1. C'est entre 10 millions et plus de 20 millions d'euros, on va dire, pour les plus gros contrats, notamment Abu Dhabi qui va être en fin de saison. Je penserai notamment à l'Arabie Saoudite, qui ont des contrats beaucoup plus chers. Il faut également rembourser les équipes, parce que les équipes ont fait les déplacements, mais il n'y a pas eu de course, donc au niveau des contrats, des accords Concorde, ça ne correspond plus, vu que c'est plus le nombre de courses qui a été prévu au départ. Et il faut rembourser les diffuseurs, car les contrats de diffusion comprennent un certain nombre de courses par an, et donc le Grand Prix de Spa, si le Grand Prix de Spa n'a pas lieu, les contrats de diffusion sont caducs. Donc il faut les renégocier, les refaire, et donc les renégocier à la baisse. Et puis il y a le contrat aussi avec Pirelli qui doit rentrer en compte. J'ai l'impression quand même qu'au niveau argent, on a tout fait pour pas avoir de problème. Pourquoi ? Le Grand Prix a eu lieu, techniquement. Donc c'est-à-dire que les organisateurs ne peuvent pas demander d'argent à la FOM. Que les téléspectateurs, que les diffuseurs ne peuvent pas demander de l'argent techniquement également à la FOM, vu que le Grand Prix a eu lieu. Que les spectateurs ne peuvent pas demander d'argent, ne peuvent pas être remboursés, car techniquement le Grand Prix a lieu. C'est-à-dire que pour les gens qui ont été à Spa, qui ont payé leur place, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a répondu à Jean-Louis Moncey, donc qui a payé sa place 140 € pour la journée, plus 10 € de parking. Parking qui, en passant, est un champ de mine, c'est un champ, en fait, c'est un champ labouré. C'est déjà assez exceptionnel pour 10 € la journée, donc ce qui fait 150 € en tout pour une place. Tu vas rarement seul à un Grand Prix, donc voilà, imaginons ça fait 450 €, 500 € le week-end, gros week-end, et tu te feras pas rembourser parce que le Grand Prix a eu lieu. Et ouais, donc c'est un manque de respect total envers les supporters, c'est honteux, enfin voilà, c'est business total, et ça m'insupporte terriblement. Alors après, on aurait peut-être pu rouler aussi sur cette piste. Il y a eu des problèmes de visibilité. Mais on a encore vu ce week-end de course, notamment en qualification, que les pneus pluie sont catastrophiques, les pneus de Pirelli.
Peut-être aussi que si on avait des manufacturiers plus performants, ça serait mieux. Les pneus pluie étaient catastrophiques parce que les pneus pluie, on sait très bien qu'aujourd'hui les pneus pluie de chez Pirelli ne fonctionnent pas à faible température, ont un taux d'usure absolument incroyable et en plus ils éliminent pas suffisamment d'eau, enfin pas correctement l'eau. Et ils sont aussi difficiles à utiliser que les pneus sur le sec. Alors sur la pluie on devrait avoir des pneus plus faciles d'utilisation. Surtout parce que ça c'est la comparaison, notamment beaucoup ont comparé la situation avec le Mont Fuji. Alors déjà, le Grand Prix au Mont Fuji, il y avait un peu moins de brouillard. Il y avait du brouillard au Mont Fuji à l'époque, mais il y avait un peu moins de brouillard. C'est surtout qu'on avait des meilleurs pneus, c'était des pneus Bridgestone. Bridgestone savait faire des pneus, ce qui n'est pas le cas de Pirelli, ce qui fait quand même la nette différence. Et puis on avait moins de problèmes au niveau allocation des pneus, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser beaucoup plus de pneus sur un week-end à l'époque du Mont Fuji. Et c'est vrai que le Grand Prix avait pu avoir lieu après 40 minutes déjà derrière safety car. Ça avait été un grand moment. Moi, je me souviens, j'avais vu le Grand Prix en direct à l'époque. Et je me souviens de Jacques Laffite qui disait mais faut les laisser se battre, bordel de merde. Alors voilà, faut qu'ils pilotent les mecs. Je m'en souviens encore de Jacques Laffite qui était pour la course à l'ancienne, hein, très clairement. Mais du côté des pneus pluie, on a des pneus de merde. Enfin voilà, faut dire la vérité. Pirelli c'est pas fabriqué de pneus, ça fait depuis 2012 qu'on a des pneus catastrophiques en F1. Bon voilà. Vraiment, faut se poser les bonnes questions. Hein. Je sais pas si c'est le problème de manufacturier unique, si c'est ce que demande la FIA qui est impossible à réaliser. Mais il y a un problème aujourd'hui avec les pneus. Il y a un problème. On n'aura pas. Je pense que l'année prochaine, on aura encore le même problème avec des F1 qui auront du mal à pouvoir attaquer parce qu'on aura toujours des pneus catastrophiques. Bon, voilà, les pneus vont pas énormément changer l'année prochaine et ça va peut-être même être encore pire avec les 18 pouces parce que les 18 pouces, on le voit notamment en F3, en F2, ce sont des pneus qui sont assez complexes à utiliser et qui ont tendance à chauffer et très rapidement, mais également à refroidir très rapidement. Donc c'est très compliqué à utiliser. Donc on a eu le problème des pneus pluie. Du côté de ce Grand Prix de Spa, oui je parlais de l'argent, mais je peux parler également de la confiance que vont avoir les pilotes envers Michael Masi. Je pense que la confiance est rompue envers le directeur de course parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont insurgés, notamment Fernando Alonso de la distribution des points. Mais il y a des pilotes qui vont dire qu'il est pro Verstappen, qu'il est pro Russell, qu'il n'aime pas trop Hamilton, ou qu'il n'aime pas trop certains pilotes ou certaines équipes, vu ce qu'on a vu hier. Et de toute façon, la confiance va être rompue parce que pour moi, on a mis l'argent avant l'intérêt sportif, avant la sécurité des pilotes. On n'aurait pas dû faire repartir le Grand Prix. On l'a fait repartir en ne prenant pas en compte les conditions de sécurité. Et derrière safety car, il n'y avait pas de visibilité. Enfin, c'était impossible de rouler. Et je me dis qu'on n'est pas beaucoup mieux qu'en 94, quand on avait décidé de dire que Roland Ratzenberger n'était pas mort sur le circuit pour avoir le Grand Prix le dimanche, mais qu'il a été mort à l'hôpital. Or, tout le monde le sait, il est mort sur le circuit. Il est mort tout simplement d'un coup du lapin à très haute vitesse. Roland Ratzenberger, avec la tête, vous vous souvenez tous de l'image, si vous avez vu cette image de l'accident de Ratzenberger, avec la tête qui pendouille sur le côté, parce qu'il était déjà mort, Ratzenberger, sur le circuit. Sauf que les organisateurs, s'ils avaient dit qu'il était mort sur le circuit, il n'y aurait pas eu de course le lendemain, vu qu'il y a une règle en Italie qui dit que s'il y a un mort, grosso modo, tout est sous séquestre. C'est-à-dire que le lieu est sous séquestre, on ne pouvait plus faire un Grand Prix. Donc la FOM avait un peu négocié pour qu'on dise qu'il est mort à l'hôpital, pendant son transport à l'hôpital, je crois, à Ratzenberger. Or, il était mort sur le circuit. Tout le monde l'a vu, mais c'était pour éviter cette situation-là. Et comme quoi, là, on avait déjà fait passer l'argent avant le sportif, et ça a coûté quand même la mort d'Ayrton Senna juste après, et pas mal d'accidents pendant les 6 premiers mois de l'année 94, il y a eu pas mal d'accidents, et après on a fait de la sécurité à tout va, d'une manière souvent assez stupide, la manière dont on a mis en place la sécurité, et sans surtout discussion avec les équipes à l'époque.
on peut quand même revenir sur ce week-end qui a été catastrophique, quand même. Week-end catastrophique parce qu'on a eu encore des problèmes, notamment l'accident de Lando Norris parce qu'on n'a pas mis drapeau rouge assez vite. Vettel l'a dit, mais on aurait pu avoir une catastrophe terrible. On a eu encore des soucis avec les dégagements au niveau du raidillon, je pense notamment à la course de F3. On a eu quand même 6 voitures impliquées dans le même accident en Women's Series, ce qui aurait pu être aussi catastrophique. Et là encore, on va poser la question très clairement de ce virage de radillon qui a provoqué encore un T-bone crash. Donc je rappelle ce que c'est un T-bone crash, c'est le type de crash qu'a eu Antoine Hubert, c'est-à-dire une voiture qui tape, qui revient sur la piste et qui est percutée par une autre voiture dans un second temps. Il y en a eu un aux 24 heures de Spa qui a été quand même effroyable, avec 4 voitures impliquées, à 10 mètres près, quasiment la même zone qu'Antoine Hubert. Donc là, en Women's Series, il y a eu également des T-bone crash, dans ce crash à 6 voitures, parce que, encore une fois, mais comme je dis depuis des années, le goudron, ça ne freine absolument pas une voiture, et on en a encore la confirmation. On en a eu la confirmation également plusieurs fois au Castellet. À quel moment on va à un moment se dire qu'il faut mettre du sable, enfin des graviers et du gazon sur le bord des pistes? À un moment, faut pas être stupide. De toute façon, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, il y a une discipline. On va prendre une discipline extrêmement simple. En NHRA, c'est-à-dire les dragsters. Les dragsters, quand il y a un accident, les pistes de dragsters, donc c'est des murs de chaque côté. Voilà, il y a donc 2 voies. Chacune des voitures prend une voie et vous avez des murs de chaque côté. Et en bout de piste, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du sable. Vous n'avez pas du goudron. Vous avez 10-15 mètres du goudron pour permettre aux voitures de freiner. Et si la voiture ne freine pas, après il y a une zone avec du sable et des cordons élastiques qui permettent de freiner les voitures, mais surtout du sable. Pourquoi aux États-Unis on a quoi? On a du sable sur les pistes. On a du sable, tout simplement. Du sable, du goudron, du gravier plutôt. Au radillon, il faut du gravier. Il faut qu'on ait du gravier spécial, même du radillon. C'est-à-dire un gravier où les voitures s'enfoncent, tout simplement. Alors certes, ça fera une décélération importante, mais elles éviteront de taper le mur. Parce qu'on sait très bien qu'au radillon, quand vous tapez le mur de pneus, vous repartez directement sur la piste. Et puis, il va falloir trouver une solution pour la sortie des stands des 24 heures. Pour éviter d'avoir une zone en goudron aussi importante, parce qu'on voit les pilotes de F3, on voit une série dans toutes les catégories jeunes. En F1, peut-être s'il y avait eu le Grand Prix, il y a des pilotes qui auraient pris cette zone-là, et c'est plus possible. Il y a eu quand même Antoine Hubert, ça fait 2 ans l'accident d'Antoine Hubert. Ben, il y a toujours rien n'a été mis en place. On n'a rien changé dans ce virage-là. C'est pas normal, très clairement. Au niveau de cet accident-là, avec Correa également. Antoine Hubert, mais il y avait aussi Juan Manuel Correa. Alors ce week-end, est-ce qu'il aura des conséquences sur l'histoire de la Formule 1? Oui. Il aura des conséquences. Déjà, si Verstappen devient champion du monde grâce à l'écart de points qu'il y a eu là entre ces 2 courses. S'il est champion du monde pour 2 points, pour 3 points, ben on dira c'est grâce aux points qu'il a eu lors du Grand Prix de Spa. Donc ça va être bien pour l'intérêt du championnat quand même là. Ça va être une catastrophe. Le mec est champion du monde, ouais, parce qu'il a remporté une pole position et que ça lui a permis de gagner 12 points et demi. Voilà. Ça c'est bien. Et puis ça restera dans l'histoire de la Formule 1 comme le Grand Prix le plus court et surtout comme le non-Grand Prix en fait. Parce que beaucoup ont comparé Indianapolis, sauf qu'à Indianapolis, ça avait déjà été un imbroglio pareil. Pour vous dire, on en parle toujours quand même d'Indianapolis 15 ans après. Hein. Parce que le Grand Prix c'est 2005. Indianapolis 2005, il y a les 6 voitures qui font quand même tout le Grand Prix. C'est-à-dire que les spectateurs, ils voient quand même un Grand Prix. Certes, avec que 6 voitures, mais ils voient une course. Avec, notamment, il y a une bagarre entre Schumacher et Barrichello. Et Thiago Montero prend le seul podium de ses carrières en Formule 1. On parle d'Adélaïde, mais Adélaïde, il y a quand même 30 minutes de course. Je ne sais plus si c'est 30 ou 40 minutes de course avant l'interruption. Donc il y a quand même un Grand Prix. Si on compare, on comparait notamment à Fuji, il y a eu un Grand Prix. Alors certes, le Grand Prix était plus court, mais il y a eu un Grand Prix. Là, il n'y a pas eu de Grand Prix. Il n'y a rien eu. Donc ça va rester dans l'histoire, et je pense que ça va rester 15 ans, 20 ans, 25 ans dans la tête des gens, dans la tête des fans de Formule 1. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour le circuit de Spa et pour le Grand Prix de Belgique en général. C'est catastrophique en termes d'image, et pour la F1.
ça va rester dans les mémoires, cet événement-là. Il faut bien se le mettre dans la tête. Comme le pire Grand Prix de l'histoire. Je pense qu'il va être difficile à battre. Vraiment difficile à battre. Et de toute façon, il y a toujours un événement dont on parle toujours. La grève des pilotes, 82. On en parle toujours aujourd'hui. On va fêter les 40 ans de cet événement. De la grève des pilotes de 82. Mais on en parle toujours. On parle toujours. On parlait un peu moins du fameux Grand Prix de Spa qui avait été reporté en 85. Mais bon, c'est un événement qui va rester dans l'histoire et qui va rester dans l'histoire en très négatif. On va voir comment la F1 va rester sur le relevé dès le week-end prochain à Zandvoort. Et Zandvoort, je suis pas plus rassuré parce que comment vous dire que déjà les conditions climatiques à Zandvoort elles peuvent être très changeantes, surtout au niveau du vent. Enfin attention, on est le long de la mer à Zandvoort, il n'y a que des dunes de sable qui vous protègent de la mer. Et puis surtout le banking. J'avais fait une vidéo l'année dernière pendant le confinement et je parlais du banking. Je rappelle que le dernier virage du circuit de Zandvoort, qui était un virage très intéressant avant, qui était à plat, qui était très difficile à prendre, ils ont décidé de mettre un virage relevé qui est plus relevé qu'à Indianapolis. C'est le double d'Indianapolis. Parce qu'ils pensent que ça va faire des dépassements. Or, je rappelle juste un truc pour les organisateurs. Vous avez déjà vu un dépassement lors des Grands Prix de Formule 1 dans la courbe du dernier virage du Grand Prix d'Indianapolis. Le seul truc qui s'est passé dans ce virage-là, c'est l'accident de Ralf Schumacher. Sinon, il ne s'est rien passé d'autre. Voilà. Donc, je suis pas sûr que c'est un intérêt incroyable pour cette piste. Et de toute manière, des courses que j'ai vues, notamment à ADAC GT Master, il n'y a eu aucun dépassement dans cette zone-là, parce qu'il y a une trajectoire possible. Et ça enlève même, je pense, beaucoup de tentatives de dépassement après dans la ligne droite. Mais bon. La F1 et les idées absolument stupides de certains organisateurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire, j'espère, un vrai débrief, un vrai carnet de notes du prochain Grand Prix du côté de Zandvoort. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.